Bonjour Romain, bonjour Ludmila. Merci d'avoir accepté cette interview pour le média L'Ours Magazine. Dostoïevski derrière. Exactement, c'est un tableau de Dostoïevski. D'accord. Alors, je vais vous présenter rapidement. Ludmila, vous êtes philologue, docteur ès-lettres, maître de conférence à l'Université d'État Lomonosov. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages, vous avez tenu beaucoup de conférences sur la langue russe et vous présidez l'Association des Amis de la Culture Russe. Romain, professeur agrégé d'histoire-géographie, auteur de Russie et Caucase, Jeux d'influence et nouveaux défis. Vous êtes passionné de la Russie et vous donnez de nombreuses conférences à ce sujet, notamment pour l'association de Ludmila. Ma première question, vous y avez déjà répondu dans la préface, mais peut-être que les futurs lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre aimeraient savoir, c'est pourquoi avoir partagé votre témoignage, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant surtout avoir partagé vos souvenirs. Je vais faire un petit tour d'horizon en fait de notre histoire en fait à tous les deux. Avec Ludmila, on a eu la joie de se connaître au sein de son association qu'elle présidait par des amis communs. On a pu se rencontrer. Elle a lu mon premier ouvrage sur la Russie et c'est à partir de cette lecture qui l'a intéressée que nous nous sommes rencontrés. Et très rapidement, une amitié s'est liée entre Ludmila et moi. Cette amitié elle a abouti au fait que j'ai pu, comme vous l'avez justement évoqué tout à l'heure, intervenir pour faire des conférences auprès de son association. Et puis, en dehors de cette association, on a appris à discuter ensemble avec Ludmila. Et c'est vrai qu'elle a une histoire extrêmement riche, une histoire personnelle extrêmement riche. Et de fil en aiguille, d'un côté comme de l'autre, on a germé cette idée que cette histoire mériterait peut-être d'être couchée sur le papier. Et Ludmila y pensait de son côté. J'y pensais à ma manière également de mon côté. Et puis un jour, nos esprits se sont vraiment croisés. Et voilà, si vous voulez, un petit peu l'origine première de cet ouvrage. Je ne sais pas si Ludmila, vous voulez préciser un petit peu des choses. Oui, je peux préciser, excusez-moi. Alors, vous savez, tout c'est parti de la vie, si vous voulez. Comme je préside pendant plusieurs années, ça fait 26 ans, l'association Amis de la Culture Russe, et comme souvent, pratiquement toujours, j'ai les questions de la part de nos adhérents, mes adhérents. Voilà, raconte-nous ça et ça, comment vous avez vécu cette époque, ton époque en Russie, en ex-URSS, etc. Et en plus, chaque fois qu'un roman nous offre la conférence, moi j'ajoute quelque chose de mon expérience personnelle. Finalement, on a compris qu'il y a des choses à raconter. Et compléter comment l'image de mes adhérents de la vie en Russie, en ex-URSS, parce que d'après moi, je suis là quand même plus que 30 ans déjà, les Français ne connaissent pas. En gros, pas un roman, mais mes adhérents. Je m'adresse toujours à mes adhérents, ils sont plus que centaines, ils ne connaissent pas ni le pays autant que moi je connais, ni ils ne connaissent pas assez objectivement, et surtout le passé qui est déjà dans le passé. Voilà. Alors, pour partager voilà, ma vision de notre vie à l'autre époque dans le pays dont je suis d'origine, on a décidé de raconter voilà, mon expérience personnelle, si vous voulez. Mais j'insiste que en lisant ce livre, les gens doivent croire 100% à ce que j'ai raconté parce que là-bas, il n'y a aucun épisode, aucun mot que j'ai inventé. C'est l'expérience, c'est tout. Alors, justement, est-ce que vous trouvez que peut-être la vision qu'ont les Occidentaux ou les Français de l'histoire russe est juste? Il y a un moment dans votre livre, vous évoquez le fait que le rôle joué par les soviétiques, par l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale est trop souvent sous-estimé dans l'histoire telle qu'on nous l'enseigne. C'est un point parmi d'autres, mais peut-être que c'est révélateur d'un manque de connaissances par rapport à la période soviétique.
Qu'en pensez-vous? Oui, oui, c'était un des motifs pourquoi je voulais raconter, parce que je répète et j'insiste que les Français, en gros, je ne parle pas des spécialistes, par exemple, je ne parle pas de Romains et les autres personnes rares qui connaissent vraiment objectivement et assez bien notre histoire, y compris du rôle de l'armée ex-soviétique ou l'armée russe dans la guerre. Vous savez, par exemple, quand ma fille a refait ici le bac français, parce qu'elle est arrivée en France avec le bac russe déjà, tout de suite, elle m'a dit, maman, tu sais, je suis bien surprise. Dans le manuel de l'histoire, il y a une demi-page sur le rôle de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous savez, je n'ai pas de commentaires. Et en plus, je n'ai pas beaucoup dit dans le livre à ce sujet parce que j'ai raconté mon propre parcours et moi j'étais toute petite. Mais les épisodes que je me rappelle, évidemment, j'ai présenté. Mais le rôle de l'Union soviétique et de l'Armée rouge, évidemment, n'est pas présenté ni correctement ni objectivement, au moins dans le programme des lycéens. Alors, je vais avoir une question qui s'adresse pour le coup à vous deux. Concevoir un livre comme ça où à la fois se mélange votre parcours personnel, familial et la grande histoire, donc des événements, des faits qui ont touché, qui sont liés au régime soviétique. Comment réaliser le bon dosage entre la grande histoire et la mémoire? C'était selon les compétences de Romain d'un côté et mon expérience personnelle de l'autre. C'est-à-dire, ma présentation dans le livre, c'est l'illustration de ce que Romain a présenté comme le spécialiste. Voilà le rôle. Et j'ai beaucoup d'écoute déjà de la part des gens qui lisent ce livre. Par exemple, le premier qui m'a téléphoné tout de suite, il a lu le premier, le secrétaire de notre association, un monsieur de mon âge, il a dit, je vais conseiller à tout le monde qui s'intéresse de les récits de vous lire. Parce que vraiment, ça m'a enrichi beaucoup. Et de toute façon, c'est le regard 100% objectif. Voilà, j'insiste pour ça. C'est que la vérité. Après, vous pouvez accepter de ne pas accepter, vous pouvez aimer de ne pas aimer, mais c'est mon expérience. Comment j'ai vécu, comment j'ai compris, comment j'ai évolué, comment j'ai tout vu. Et ça, c'est Vous l'avez évoqué voilà. honnêtement. Voilà, l'expérience humaine. Voilà. D'accord. Et Romain, vous, de votre côté, il fallait Oui. apporter pour le coup des faits et la connaissance voilà, des chiffres, tout le travail qu'ont fait les historiens depuis. Voilà. Tout le monde me dit que c'est très enrichissant et touchant en même temps. Mais tout le monde qui a lu. Et en plus, vous savez, ce sont les gens qui me connaissent. Quand même, je compte ça aussi, parce que si les gens ne me connaissent pas, peut-être ils verront autrement. Ou peut-être ils n'accepteront pas, je ne sais pas. J'accepte toutes les opinions. Et je dis toujours aux gens, si vous voulez me donner votre opinion, s'il vous plaît, l'opinion objective. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. J'ai cherché à donner ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris. Romain, vous, votre vision? Oui. Alors, en effet, moi, je crois qu'il faut rappeler, c'est que le principe originel de ce projet, c'est vraiment de croiser deux regards. À la fois, d'un côté, le regard du témoin, donc tout ce que Ludmila vient de vous expliquer, et de croiser ce regard du témoin avec le regard de l'historien, qui a cette capacité, c'est son travail, de mettre à distance le témoignage, de l'interroger et d'essayer ensuite de l'interpréter. Donc, si vous voulez, ce projet s'est fait en différentes étapes. La première étape a été très riche intellectuellement et émotionnellement, puisque on voit que Ludmila, c'est quelque chose qui est vraiment dans ses entrailles, dans ses tripes, dans ce qu'elle raconte, notamment sa relation avec sa maman. Donc, la première étape de ce projet, ça a été de l'interviewer pendant une dizaine d'heures. Ça s'est fait sur 3 ou 4 créneaux. Et à partir de là, ma démarche, c'était maintenant que j'ai ce terreau brut magnifique, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le livre comme un simple récit de vie, comme il en existe d'autres sur l'Union soviétique, ou au contraire, est-ce qu'on essaierait plutôt de mêler la petite histoire, entre guillemets, l'histoire d'une vie de famille ordinaire avec la grande histoire? Et c'est au fur et à mesure où j'écoutais Ludmila que m'est venue l'idée finalement de construire ce récit
à la fois d'un point de vue chronologique et thématique, et d'y insérer en même temps des encarts historiques pour montrer à quel point la petite histoire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, petite histoire, hein, mais à quel point l'histoire d'une vie personnelle peut venir télescoper ou être télescopée par la grande histoire. Et des retours que j'ai aussi d'amis, ce qu'ils apprécient dans cet ouvrage, c'est le fait que finalement, l'histoire de l'URSS est ici incarnée. Elle est véritablement incarnée, elle est concrète, elle est incarnée par tout ce que nous dit, tout ce que nous livre Ludmilla, ses faits, ses actes, ses émotions également. Et justement, je trouve que c'est vrai que c'est assez bien montré. On voit toute la comment on pourrait dire la chape de plomb qui repose sur la société. Et à travers la famille de Lyudmila, euh, on voit que les arrestations, la répression, finalement, il n'y a pas d'information autour de ça. Et donc, le seul moyen que les familles ont de découvrir qu'une personne a été arrêtée, c'est la simple constatation de son absence. Donc, elle évoquait notamment des camarades de classe qui disparaissent du jour au lendemain parce que la famille a été déportée. Donc, il y a une forme de brutalité. Euh, la répression touche presque toutes les classes sociales. On voit que Ludmilla vient de l'intelligentsia, comme on dit, cette classe qui façonne un peu la culture. Et d'ailleurs, vous évoquez dans le livre la saga moscovite d'Aksionov. On a l'impression d'être chez les Gradov et qu'un par un, comme des dominos, ils vont être touchés par le régime. Est-ce que c'est justement parce que cette classe va un peu façonner l'idéologie ou va devoir contribuer à la culture qu'elle est autant surveillée et réprimée? Oui, Lumila, je ne sais pas si vous voulez répondre en première. Allez-y, si vous voulez. Oui. J'ai remarqué que monsieur, peut-être vous parlez russe. Pas du tout. Comment vous avez dit quand même intelligentsia, c'est en russe. C'est un mot russe, oui, mais c'est entré dans le vocabulaire français maintenant. C'est bien. Tout à fait. Bien. Alors, vous savez, je veux bien que les lecteurs, les futurs lecteurs, remarquent l'épigraphe que j'ai insisté à mettre. Roman n'a pas dit non, je dis comme ça, insister. C'est-à-dire que j'ai bien voulu que l'épigraphe présente là-bas, c'est la citation de Charles de Coster de légende de Till Spiegel, que les cendres de classe battent dans mon cœur. Ici, si je tout raconter, c'est pour aux mémoires de mes précédents. Parce que finalement, je vois, vous savez, avec la période que je suis sur la Terre déjà, la révolution quand même a supprimé deux premières générations de cette époque-là. Après, à partir de ma génération, voilà, l'idée du soviétisme, du communisme, commençait à donner ses fruits, si vous voulez. Mais quand même, deux générations étaient les victimes de notre révolution. Et ça, c'est impardonnable. Notamment... Et moi, personnellement, j'ai rien perdu. Au contraire, j'ai gagné. J'ai eu un bon accès aux études, ma vie était tranquille, ma vie était vraiment, vous savez, toujours avec les réussites. Personne ne m'a stoppé nulle part. Mais deux générations précédentes, vraiment, étaient les victimes du régime sanglant. Et voilà ce que moi, je reproche au pouvoir soviétique, qui ne pouvait pas organiser quand même la réalisation des idées, excusez-moi, plus correctement. Ce n'était pas humain. C'était inhumain, vraiment. Vous utilisez le mot de bourreau à un moment, avec un voisin, un nouvel habitant qui vient s'installer dans votre appartement communautaire. Et vous dites, c'est certainement un bourreau. Avec son regard, on sent peut-être qu'il est dénonciateur. Son vocabulaire. Même son vocabulaire. Pardon. Alors comment, justement, cette méfiance, comment on arrive à construire une société où vous dites que d'un côté, il y a les bourreaux, de l'autre côté, il y a les victimes? Comment? Comme c'est passé, comme la vie ordinaire,
il était parmi nous, mais on ne savait pas. Vous savez, maintenant, quand je connais assez beaucoup, parce qu'au fur et à mesure, chaque fois, il y a les nouvelles œuvres, il y a les archives qui sont en train de s'ouvrir constamment. Mais aujourd'hui, je dis, si il y a 10 ans, par exemple, une vingtaine d'années, je respectais toujours les personnes âgées parce que j'ai imaginé qu'ils sont tous les défendeurs du pays, ils ont passé par le front comme mon père, etc. Maintenant, j'ai dit, mais ma haute voix parmi mes amis, je me méfie quand je vois les personnes très âgées. Parce qu'avant tout, je me pose les questions. S'il n'était pas le bourreau pendant cette période difficile, sanglante pour nous, parce qu'il y avait les gens qui étaient au front et les autres qui gardaient les prisonniers. Vous voyez? C'était le travail, mais le travail comme ça. Tandis que plusieurs prisonniers, surtout avec l'article politique, ils déposaient les demandes de les envoyer au front. Mais il y avait les gardiens. Et les gardiens aujourd'hui qui sont âgés et même souvent médaillés, oh, je me méfie. Alors, j'ai une question maintenant pour vous, Romain. Oui. Ce régime qui était souvent critiqué pour les purges politiques, le fait d'avoir un seul parti, d'être extrêmement autoritaire, finalement, on a l'impression qu'il est tombé et qu'il a été critiqué le plus parce qu'il n'a pas su faire face aux pénuries, au gaspillage, au manque d'accès égalitaire à la nourriture, aux besoins, aux denrées primaires. Est-ce que finalement c'est l'élément principal qui fait tomber un régime, c'est ça, c'est l'économie finalement? Alors, l'élément principal, c'est un élément important, comme vous l'avez suggéré. Après, il faut le recontextualiser. C'est vrai que l'économie soviétique étant très planifiée, c'est essentiellement tournée vers l'industrie lourde, notamment dans le contexte de la guerre froide. Et elle s'est épuisée, si vous voulez, le colosse soviétique s'est épuisé dans cette course aux armements face aux Américains. Et ça aboutit à ces scènes de pénurie ou de gaspillage, comme Ludmilla le montre bien à la fin de l'ouvrage, hein, quand elle témoigne de ces différents épisodes où elle confronte d'un côté le gaspillage, de l'autre côté la pénurie. Mais je pense qu'on ne peut pas résumer la fin d'un régime totalitaire seulement à ces problématiques économiques. Je pense que ça, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. Et je pense qu'en fait, c'est qu'une illusion. En fait, Ludmilla l'a bien montré dans son témoignage. Ce régime totalitaire, comme d'autres, hein, s'est construit sur une illusion qui s'appelle le communisme, et que petit à petit, cette illusion s'est effritée. Ludmilla le montre bien. Elle a beau être une intellectuelle émérite en URSS, petit à petit, par ses expériences en tant que bénévole, par ses voyages au sein de l'URSS, puis ensuite par ses voyages à l'extérieur de l'URSS, petit à petit, l'illusion s'effrite à ses yeux. Elle se pose de plus en plus de questions sur des vérités qui lui sont enseignées depuis toute petite. Et je pense que c'est ce qui est arrivé au pouvoir soviétique, c'est de ne pas avoir eu les moyens de maintenir cette illusion plus en avant. Je ne sais pas, Ludmilla, si vous êtes d'accord avec mon regard. Oui, si, je suis d'accord. Oui. C'était évidemment l'évolution. Mais parallèlement avec mon évolution, l'État évoluait, c'est pas le mot, dégradé. Parce que la tragédie, vous savez, du peuple soviétique, comme c'est pas moi qui a dit, mais un des grands écrivains, il a dit que la tragédie, par exemple, de l'intelligence, qu'on nous a donné une très bonne éducation, une très bonne, formidable formation. Et j'ai comparé, par exemple, mes connaissances avec mes étudiants de la Sorbonne. Par exemple, j'ai vu ce que elles connaissent, les filles, parce que la plupart de la fac de lettres, c'était les filles, à son âge et ce que moi j'ai connu à mon âge. Par exemple, ils ne connaissent pas la littérature française, ils ne connaissent pas leur propre culture. Mais c'est ce que vous dites justement dans votre livre, c'est que vous avez eu quand même, il y a eu des avancées qui sont peut-être au niveau de la scolarisation, de la médecine, des vacances, de l'accès à la culture. Donc, il y a eu tous ces éléments un peu positifs, mais qui peuvent pas. C'est un arbre qui cache en fait toute la forêt presque. Justement, on nous a donné une bonne formation, une bonne éducation, formidable même, parce que mon université, je connais vraiment, je l'admire.
le système de cette éducation supérieure. Et si on connaît beaucoup et on comprend beaucoup, on développe le regard critique, si vous voulez. Et on commence à poser les questions. Pourquoi si dans les livres c'est comme ça, pourquoi dans la vie ce n'est pas comme ça? Et l'État s'est dégradé au fur et à mesure parce que vraiment, il y avait une grande contradiction entre les idées formidables, très humaines, mais qu'est-ce que c'est mieux que le communisme ou le socialisme, etc. Et les réalisations. Vous savez, après ma première année de travail à la Sorbonne, je reviens à Moscou pour les congés d'été, pour les vacances. J'arrive à ma chaire et tout le monde m'entoure et demande écoute, Ludmila, notre française, raconte-nous comment la France va-t-elle. Vous savez, ma première phrase, je dis la France, je trouve qu'en France, il y a plus de socialisme que chez nous. C'est vrai, c'était ma conclusion. Après 9 mois de passer à Paris, et ma chef de chaire, il m'a pris bras sous bras, il m'a amené dans son bureau, je suis entrée, il a fermé la porte à clé, et il m'a dit, ma chère Ludmila, nous qui avons travaillé bien avant toi en France, nous avons compris il y a longtemps que là-bas il y a plus de socialisme que chez nous. Mais s'il te plaît, tais-toi, sinon tu risques de ne plus revenir en France. Et je dis, ah bon, vous avez connu tout ça? Et on n'a jamais dit. C'est-à-dire, il n'y avait pas de vraie sincérité entre nous. Les gens n'osaient pas de dire. Un des journalistes, il a dit comme ça, la tragédie de l'intelligence soviétique, c'est qu'on nous a donné une très grande éducation, formation, etc. Et il y avait une grande contradiction avec les conditions de réalisation de nos idées en pratique. Alors, si vous voulez, je vais revenir sur votre genèse, enfin, vos origines. Oui. Vous êtes né à Moscou, mais toute votre famille maternelle vient d'Ukraine. D'ailleurs, ma question, vous pourrez rebondir dessus, Romain, peut-être pour nous éclairer sur vos connaissances par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y avait, enfin, quel était le sentiment de votre famille et des Ukrainiens quant à leur identité? Est-ce qu'ils se sentaient soviétiques, russes ou ukrainiens? Avant tout, ils ne sont pas les Ukrainiens. Ils sont nés en Ukraine. Et en plus, je ne connais pas où ils sont nés. Je sais que leur dernière adresse, c'était en Ukraine. Mais vous savez, nous, ma génération, on ne connaît pas pratiquement la généalogie de nos familles. Je ne me rappelle pas si je racontais dans le livre ou non que mes grands-parents sont du côté de ma mère sont décédés à Moscou parce qu'ils ont déménagé après de l'Ukraine à Moscou. Et un jour, ma mère est allée à la cimetière, comme toujours, vous savez, pour visiter le tombeau. Et tout à coup, il n'y a pas de cimetière. Il y a une petite annonce que le cimetière a déménagé dans tel et tel rayon de Moscou, arrondissement. Il était très étonné. Il va selon l'adresse et là-bas, il n'y a rien. Et les gens disent non, que le cimetière, jamais. C'est-à-dire, le cimetière était détruit complètement, rasé. Après, on a monté les immeubles. Et ça y est, on n'a plus de tombeaux des parents et des grands-parents. Et ça s'est fait sans information et très rapidement. Sans information, sans rien, sans permission. Même on ne les a prévenus, les gens qui surveillaient leur tombeau. Et ensuite, autant c'est passé avec les papiers. Autant. Si vous connaissez André Makin, évidemment. André Makin. De l'académie? Voilà, mais il est d'origine russe. Oui, oui. Un jeune homme par rapport à moi. Et dans son premier roman, Le Testament français, il raconte que sa grand-mère, il a pensé que sa grand-mère, après il a découvert plus tard que ce n'est pas grand-mère, il est allé à la mairie locale avec son papier pour faire quelque chose. Le gardien a pris son papier, il est entré, il n'est jamais sorti. Et comme ça, cette dame, elle est restée sans papier. Tandis qu'elle était d'origine française. Et à cause de la révolution et la guerre civile, par accident, elle est restée en Russie. Et cette dame, elle n'a plus jamais retrouvé ses papiers. On l'a pris à l'entrée. Attendez, madame, on vous fait tamponner.
Regardez cet épisode dans son livre. Voilà ce qui s'est passé. Pour ça, par exemple, il y a quelques années, j'ai regardé les archives de mon mari russe, qui est décédé déjà il y a longtemps, malheureusement. Et dans le papier de sa naissance, c'est noté la mère est ukrainienne, le père est russe. Ensuite, dans l'autre papier de notre mariage, c'est noté la mère est russe et le père est ukrainien. C'est-à-dire, on a écrit ce qu'on a voulu. Bon, c'était, vous savez, le chaos, les révolutions et la guerre civile. Alors, ce que je connais, que la dernière adresse avant Moscou de mes grands-parents du côté de maman, c'est l'Ukraine, c'est tout. Mais dans les passeports, ils sont notés comme russes. Mais les noms me font douter un peu parce qu'ils parlaient bien allemand. Et les archives ne sont pas forcément correspondantes, c'est ce que vous voulez dire. Pas d'archives, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison où ils ont vécu. Nous sommes allés là-bas. Rien, vide. Tout est rasé. Ni la maison, ni l'archive. Et en plus, comme ma mère m'a dit un jour, nous avons perdu chaque fois ce qu'on a réussi à faire dans la vie. Et quand mon oncle était arrêté, évidemment, on a pris ce qu'on a voulu dans l'appartement. Les gens qui venaient l'arrêter, ils prenaient en même temps ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, les parents restaient avec le lit et le piano. Voilà. Le piano parce que ma mère était musicienne. Vraiment, vous savez, on a détruit le passé. On ne connaît pas ni d'où nous sommes, ni qui nous sommes, si vous voulez. Parce que la généalogie est impossible de reconstituer. Autant que du côté de mon père, et le grand-père et arrière-grand-père étaient les prêtres. Ça, je connais grâce à papa qui m'a dit. Ils étaient les deux fusillés ou pendus. Un fusillé, l'autre pendu. Et donc, vous évoquez beaucoup cet univers où voilà, la révolution veut écraser ce qui a vécu, ce qui n'est pas conforme à la nouvelle idéologie. Et pour ça, le meilleur, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais ce qui a été choisi, c'est d'envoyer les gens dans des camps de travail. Voilà, il y avait un système concentrationnaire assez impressionnant. Et alors, Romain, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Vous évoquez un moment l'ampleur de ce système et vous dites que c'était plus important que sous l'Empire russe, où déjà il y avait des prisonniers politiques et voilà. Et je suis d'accord. Tout à fait, on connaît le cas des décembristes au XIXe siècle qui sont relégués, cette aristocratie en fait militaire qui est reléguée en Sibérie, etc. Mais on franchit vraiment un seuil dans les années 1920 avec les premiers bolcheviks, Lénine, qui mettent en place les premiers camps. L'archipel du Goulag se situe, ses origines, au Solovki en fait, dans les îles Solovki. Et à partir de là, l'objectif est vraiment de reléguer les éléments considérés un petit peu comme impurs dans la construction de cette société communiste. Et puis très progressivement, il y a un deuxième objectif qui va apparaître dans la tête des dirigeants communistes, c'est utiliser cette main-d'œuvre conséquente pour l'édification du socialisme. Et donc, cette main-d'œuvre va être utilisée pour les grands travaux, la construction des canaux en Sibérie, en mer du Nord, etc., etc. Et en effet, comme le montre très bien Alexandre Solzhenitsyn, c'est un véritable archipel du Goulag qui se met en place. Le Goulag étant simplement l'acronyme de la direction des camps. Et on a quelque chose d'extrêmement poussé qui va être mis au point et qui dépasse bien évidemment de 100 fois ce que le régime tsariste avait pu mettre en place. Si vous voulez, il y a un changement d'échelle. Le régime tsariste était dans une optique de reléguer, de punir politiquement les opposants, tandis que le régime bolchevique communiste va doubler cet objectif d'une volonté d'exploiter cette main-d'œuvre, voire de la rééduquer également, de la rééduquer par le travail, etc. Et même de prévenir, j'ai l'impression, puisqu'il y avait des gens qui étaient envoyés alors qu'ils étaient totalement innocents, mais on leur prêtait des idées politiques ou la plupart, mais la très grande majorité, si on laisse de côté le droit commun, c'est-à-dire les criminels qui font d'ailleurs régner la terreur dans ces camps, la plupart des prisonniers dits politiques sont des gens innocents, tels l'oncle de Ludmilla, en fait, qui vont être arrêtés sur dénonciation ou parce qu'il faut faire du chiffre. Et c'est
pour revenir à la question tout à l'heure de la force de ce régime, qu'est-ce qui fait qu'il a pu tenir si longtemps? On parlait de l'illusion, mais l'illusion, c'est doublé cette capacité, en fait, de reposer sur la peur. La peur à la fois de Big Brother, du politique, mais aussi ouais. la peur du voisin, le fait qu'on chuchote. Hein. Je vous renvoie au magistral ouvrage d'Orlando Fix qui parle des chuchoteurs pour parler de ces soviétiques. Et c'était le cas de la maman de Ludmilla qui expliquait à Ludmilla, qui était très curieuse, qui essayait de comprendre, étant enfant, ce qui se passait, pourquoi il y avait peu de papas aux réunions par prof à l'école, etc. Et sa maman elle disait « tais-toi Ludmilla, on n'en parle pas là ». Et elle chuchotait de peur que les voisins puissent un jour dénoncer ce type de discussion. Et c'est tout un système de surveillance, de peur qui s'est mis en place et qui a permis finalement au régime de tenir si longtemps, malgré la force répressive. Alors moi, il y a une question, c'est vraiment à la fin du livre, je suis tombé, alors je vais vous citer le passage, c'est vraiment à la toute fin, Oui. la partie écrite à la main, uniquement par Lyudmila. Vous dites, Oui, aujourd'hui, le développement politique, économique et social de la Russie est rapide et efficace. Les nombreux défauts et erreurs de l'Union soviétique ont été corrigés. Et finalement, vous dites que la société actuelle russe a fait des progrès. Et alors, avec mon regard d'occidental qui ne suit que les sources d'information françaises, je suis presque surpris. C'est-à-dire que pour nous, la Russie n'a pas changé et c'est toujours un régime autoritaire où la liberté de la presse n'existe pas. Et finalement, vous avez vécu le régime soviétique et vous dites non, la Russie a fait des progrès, la Russie n'est pas la même, ça s'est amélioré. Donc, est-ce que vous pouvez développer ce point justement? J'attendais cette question, j'ai voulu l'entendre. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis très désolée de mass médias français. Parce que je vois, vous savez, par exemple, chez moi, j'ai les chaînes françaises et j'ai les chaînes russes. Chaque jour, je compare l'information. Ensuite, j'ai à Moscou beaucoup quand même de personnes très proches de moi, la famille, les amis, les collègues, les voisins. Pratiquement chaque jour, je téléphone à telle ou telle personne. Et je connais les opinions, les événements directement de la part des gens qui ont la confiance en moi, qui me racontent comment va-t-il, ils me racontent ce qu'il fait. C'est-à-dire, je vois qu'avant tout, souvent, l'information française, je ne dis pas n'est pas complète, même elle n'est pas objective par rapport à la Russie. Parce qu'il y a maintenant la campagne, la guerre froide, la campagne anti-russe, organisée par notre maître derrière l'océan, vous comprenez de qui je parle, et la France, excusez-moi, elle n'est pas indépendante dans sa politique, ni extérieure, ni peut-être même antérieure, parce qu'au lieu d'acheter Sputnik, lequel on a proposé en même temps que AstraZeneca, nous, on a acheté quand même AstraZeneca. Oh, bravo, bravo. Vraiment, on n'est pas indépendant. Regardez les programmes de télé. Je vais vous répondre à propos de la Russie, mais pour comparer avec la France. Parce que maintenant, j'ai les regards critiques à tout. Vous comprenez? C'est intéressant d'avoir votre point de vue. On m'a menti des dizaines d'années. Maintenant, je suis bien vaccinée. Je regarde avec le regard très critique, et à gauche et à droite, et à Russie et à la France. Regardez le programme de la télé française. Chaque jour, quelques films américains. Jamais le film russe. Tandis que la Russie est juste à côté. La voisine est en plus très positive. Très positive. N'oubliez pas De Gaulle et sa politique. Non, on écoute toujours quelqu'un qui est très derrière. Bon. Donc, ça pourrait expliquer finalement… Il y a beaucoup de choses à dire. La France est américanisée, et dans ses mœurs et dans sa culture. Les Français, malheureusement, ne connaissent pas leur culture comme il faut la connaître. Les Français ne sont pas fiers de la France. Aujourd'hui, à la télé, à CNews, une fille kabyle, Lydia Gerous, quelque chose comme ça, elle a dit, écoutez-la, bravo, elle a dit, bravo, Lydia. Elle est d'origine de Kabylie. Elle a dit, je suis fière d'être française, j'adore les cultures françaises, etc. Mais je ne vois pas autour de moi les étudiants qui sont fiers d'être les Français et qui connaissent les cultures françaises. Je regrette beaucoup, je regrette énormément. Tout est américanisé, les cultures américaines. À propos de la Russie,
la Russie essaie aujourd'hui d'être indépendante parce qu'elle sent que l'Europe est très américanisée et on voudra faire l'Europe, la Russie, quand même, vous savez, les sources de richesses lesquelles on peut exploiter, mais pas plus. Avant tout, les États-Unis ne supportent pas l'indépendance de la Russie. D'ici vient, si vous voulez, les résistances, y compris comme réforme en armée. Mais au point de vue de la démocratie, les élections à tous les niveaux pour éviter les voies malhonnêtes quand même pour les accès aux élections. On organise les grands concours pour les jeunes personnes avec l'éducation supérieure et on fait la sélection pour les futures élections pour présenter par exemple aux électeurs un grand éventail des personnes qui sont capables de devenir les grands fonctionnaires et qui sont capables de passer aux élections et le premier critère c'est honnêteté. Ensuite, l'intelligence, ensuite, capacité de travailler dans son domaine, etc. Les élections, je participe aux élections, je vois que vraiment, elles sont très, très strictes organisées. Vraiment, c'est démocratique. Vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste à ça parce que je participe. Donc, pour vous, politiquement, oui, c'est incomparable la période soviétique et la période actuelle. Vous savez qu'avant mon départ en France, on m'a proposé d'accepter ma candidature pour être le candidat pour les élections. Je ne sais pas les élections présidentielles, mais pour les élections de la mairie de Moscou. Ah, j'ai dit, monsieur, je pars pour la France, mais je peux vous proposer de présenter votre candidature. Il a dit, merci, moi aussi, je pars pour la France. Et c'était, par hasard, c'était l'ambassadeur de la Russie en France à cette époque-là. D'accord. Alors, les élections sont démocratiques. Ensuite, l'accès commun aux études supérieures, à tous les niveaux des études, et la médecine, toujours comme était en l'Union soviétique, plus large encore aujourd'hui. Ensuite, encore quoi, ce qui est très important. Avant, nous étions limités pour partir travailler ou passer les vacances ailleurs, hors de l'Union soviétique. Maintenant, la sortie est libre. Chacun, il n'y a plus de visa pour la sortie. Au VIR à l'époque, si vous vous rappelez. Maintenant, il faut obtenir le visa pour entrer dans tel et tel pays. Mais chacun est libre de passer les vacances où il veut ailleurs, ou travailler ailleurs. Et on peut revenir quand vous voulez. Le libre déplacement, c'est très important pour les Russes, qui étaient toujours avec son rideau en fer. Il y a plusieurs nuances qui sont très démocratiques maintenant. Et alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défaut. Oh, je ne dis pas ça. Il y en a toujours, de toute façon, dans tous les régimes. Il n'y a pas de régime parfait. Mais alors, il y a un autre point, et là, je m'adresse à Romain, c'est enfin, vous qui connaissez d'ailleurs très bien l'histoire du régime soviétique et qui donnait des conférences d'ailleurs sur l'histoire, je ne vous demande pas de comparer avec la période actuelle, mais plutôt, selon vous, est-ce que les gens à qui vous donnez des conférences, les gens qui vous lisent, les Français, je parle, ont un regard juste porté sur la Russie? Est-ce qu'ils connaissent véritablement ou c'est juste une sorte de cliché, ils s'arrêtent à ce qu'ils ont lu dans les livres d'histoire? Alors, c'est très bien la question que vous me posez, ça va me permettre aussi de nuancer un petit peu, enfin, de rebondir sur ce que Ludmila a dit, parce qu'on a beau être amis, on n'est pas toujours tout à fait d'accord. D'accord sur tous les points. Bien sûr, tout à fait. On a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. En France, la plupart des Français aient une vision assez caricaturale, remplie de clichés de la Russie, c'est une réalité. Ça, j'en conviens, et j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Ensuite, la deuxième chose, c'est certain qu'on ne peut pas comparer le régime communiste, notamment le stalinisme, et le régime poutinien aujourd'hui. Il y a, comme Ludmila l'a dit, beaucoup plus de liberté, c'est incomparable. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse. La Russie aujourd'hui n'est pas un régime autoritaire, ce n'est pas non plus une démocratie telle qu'on l'entend. On peut en discuter. Le souci, c'est qu'en France, notamment en Europe, on a tendance à vouloir calquer notre modèle démocratique, la démocratie libérale, sur
d'autres régimes. On l'a vu notamment lors du printemps arabe et on le voit avec l'exemple de la Russie. Et moi, des études que j'ai pu mener, notamment avec des Russes et en Russie, c'est simplement qu'en Russie, les Russes, globalement, hein, il y a des sondages au centre Levada qui le montrent, les Russes n'ont pas la même perception de la démocratie que nous en France. Pour nous, ce qui prime dans la définition de la démocratie, c'est vraiment les libertés politiques, la liberté de presse, d'opinion, de pensée. Pour les Russes, ces libertés-là sont importantes, mais ne sont pas essentielles. Et d'ailleurs, Ludmila l'a dit implicitement, ce qui va compter, c'est la sécurité, c'est la liberté, mais la liberté plus globale, la liberté de circuler, de pouvoir vivre comme on l'entend. Et les libertés politiques, comme par exemple un pluralisme de la presse, ne sont pas forcément un critère premier chez les Russes pour définir une démocratie. Aujourd'hui, c'est ce qui peut expliquer, tout à fait, je parle d'aujourd'hui, Ludmila. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, qu'en France, on ait une vision très négative, qui peut se comprendre à plein de titres du gouvernement Poutine, tandis que le gouvernement Poutine reste relativement populaire en Russie. Il est un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais il reste assez populaire parce que justement, on n'a pas le même regard. On n'a pas le même regard sur ce qu'est une démocratie. Après, pour revenir à ce que disait Ludmila, je ne suis pas convaincu que les masses médias soient beaucoup plus libres que les masses médias français. Mais ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas dit beaucoup plus libre. C'est vrai que c'est un autre sujet. L'essentiel, c'est qu'on a pu parler de toute la période et de votre expérience aussi avec votre regard, Romain, et sans dévoiler surtout ce que vous dites dans le livre. Et j'invite donc les lecteurs à se procurer ce livre, Une histoire russe, qui est extrêmement intéressant, à la fois par les encadrés historiques qui apportent beaucoup de contexte et par le parcours d'une famille qui se lit quasiment comme un roman. Donc, je vous remercie vous deux. Je peux ajouter une phrase. Allez-y, il n'y a pas de problème. Phrase. Il faut, vous savez, voir les points de départ. La France a fait sa révolution il y a 2 siècles. D'accord? Et vous êtes toujours Voilà, votre république, notre république évolue sans arrêt. Mais la Russie, elle n'est pas encore sortie de la mentalité de régime stalinien. Il y a les gens autour de moi qui sont encore disent il faut revenir Staline parce qu'il y a trop de désordre dans le pays. Il y a une nostalgie? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je dis que je fais attention aux vieux? Et il y a les jeunes qui disent ah, c'est Staline qui nous manque parce que maintenant, vous voyez, il y a l'anarchie, il y a des ordres. La démocratie, ils prennent pour l'anarchie. Le peuple soviétique n'a pas vécu en démocratie. Et Poutine, je trouve qu'il est très intelligent. Il avance tout doucement. Il passe ses droits à la Douma exprès pour que le peuple prenne l'habitude de vivre en démocratie. La mentalité n'est pas la même, ça il faut savoir. Et puis il y a aussi Ivan le Terrible, bon, ça remonte, mais qui disait que le peuple russe avait forcément besoin d'une figure qui l'incarne. Et on l'a vu à travers même un régime comme le communisme, où normalement c'était des décisions collégiales. Et au final, il y a toujours eu un homme qui a prédominé. Donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, avec notre regard français, on se dit, mais c'est un homme qui concentre tout le pouvoir, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en tout cas pour l'image. Justement, il faut accepter à cette époque historique, à cette étape historique. Vous savez que la Russie, après la Révolution, il est sorti à peine de servage, qui était officiellement aboli en 1861, mais les paysans restaient toujours appartenaient à leurs féodaux. Et tout de suite après la Révolution, c'est le régime soviétique et du parti qui les a serrés plus qu'avant le tsarisme. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dans la mentalité russe, il n'y a pas encore l'idée de vivre à la manière française. Mais moi, j'apprécie la démocratie française. Et puis, n'oublions pas que la Russie est un pays à part par son histoire, comme on l'a dit, mais aussi par sa géographie. C'est grand 30 fois comme la France. C'est plus de 120 nationalités différentes. Et donc, pour créer une homogénéité politique dans cette immensité, dans cette diversité,
l'histoire nous montre, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut, mais l'histoire nous montre qu'il a fallu quand même un pouvoir central assez autoritaire pour essayer d'unifier cette grande ensemble. Et je ne dis pas pour l'avenir que c'est ce qu'il faut pour les Russes, hein. Simplement, c'est le regard de l'historien, du géographe qui constate. Et c'est d'ailleurs moi ce qui me fascine dans la Russie, c'est cette histoire, cette géographie, cette culture si variée et ce peuple qui a toujours souffert politiquement, mais qui est quand même toujours resté droit dans ses bottes, fier et résilient. Et justement, je conclue là-dessus. Résilient, on le voit à travers le témoignage de Ludmila qui finalement symbolise la vie de millions et de millions de Russes finalement. Et cette capacité de résilience face à l'adversité. Merci. D'où l'importance d'avoir partagé votre témoignage pour montrer aux générations qui viennent qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé et de continuer à avancer positivement. Surtout, vous savez, ce livre, c'est mon idée de prévenir les Français, parce que dans l'association, nous parlons très ouvertement sur les sujets politiques. Et par exemple, j'entends de temps en temps, « Oh, j'en ai marre de notre vie en France, il faut faire la révolution, il faut changer tout. » Je dis, attention, pas de révolution. Qu'est-ce que c'est les révolutions? Moi, j'ai vécu. Et essayez d'éviter les révolutions que par les débats, que par les voies démocratiques, changer ce que vous voulez, mais pas par les révolutions. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Il faut essayer, oui. Éviter des révolutions. Merci pour votre attention à notre livre. Je vous remercie beaucoup déjà de l'avoir écrit, parce que c'était très intéressant à lire, et puis de m'avoir accordé cet entretien qui sera diffusé sur les médias de l'Ours Magazine. Et donc, je vous souhaite une excellente continuation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci à vous pour votre soutien et pour votre générosité dans cette interview. Et beaucoup de santé à vous deux, chers messieurs. Merci bon beaucoup. Après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Ludmila, à bientôt. Dans votre métier.